de l'invitation. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est vous présenter une nouvelle génération d'indicateurs d'impact de la recherche. Évidemment, il y a un point d'interrogation qui manque ici, parce que ce qui se passe avec toute cette nouvelle génération d'indicateurs, c'est qu'on peut compter beaucoup de choses, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on compte. Donc, on a beaucoup de volume de données, on a beaucoup de chiffres, mais le rapport entre ces chiffres-là et une certaine réalité, c'est beaucoup moins certain. Donc, les altmétriques partent d'un principe qui est pas tout à fait vrai, mais qui n'est pas tout à fait faux non plus, que les indicateurs de citation ou les indicateurs bibliométriques traditionnels basés sur les citations nous donnent pas le portrait complet de l'impact que peuvent avoir des travaux de recherche. Donc, évidemment, on s'en doute, l'impact, comme Yves l'a sans doute mentionné ce matin, quand on mesure le nombre de citations, on ne peut pas considérer ça comme de l'impact social. C'est de l'impact d'une publication au sein de la communauté scientifique, donc au sein d'autres travaux de recherche qui sont effectués par d'autres chercheurs. On mentionne aussi dans le manifeste des altmétriques, qui est en fait un des documents fondateurs là, de cette nouvelle spécialité, c'est que les mesures de citation peuvent être aussi influencés par d'autres facteurs, disons, peuvent être manipulés jusqu'à un certain point. Donc, peuvent être influencés par les auteurs. Par exemple, les auteurs peuvent s'auto-citer, ou peuvent être influencés par les éditeurs de revues qui, incitent les auteurs à citer davantage la revue dans laquelle ils publient. Ça, c'est déjà vu. Et donc, il y a certaines petites manipulations qui peuvent être faites. Le deuxième point aussi que les altmétriques veulent, si vous voulez, compléter ou veulent ajouter à ces indicateurs, c'est une certaine notion de vitesse. Pour être cité, en fait, à T0, lorsqu'un article est publié, j'ai reçu combien de citations? 0. Donc, ça prend du temps avant d'observer l'impact au sein de la communauté scientifique. Dépendamment des domaines, en sciences sociales et humaines, ça peut prendre 15, 20, 25 ans. Dans le domaine de la médecine, c'est 2, 3, 4, 5 ans. En génie, c'est davantage 6, 7 ans. Mais toujours est-il que ça prend des années. Alors qu'avec les médias sociaux, ça se fait pas mal instantané. Donc, on essaie de voir si on peut essayer d'avoir une mesure plus rapide. Pourquoi avoir une mesure plus rapide? Bien, parce que souvent, les décideurs politiques, les décideurs universitaires sont pressés. Et les chercheurs aussi, jusqu'à un certain point. Deuxième catégorie ou deuxième, disons, principe associé aux altmétriques, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux de données ou d'autres types d'informations scientifiques qui viennent complémenter les articles savants. Donc, de plus en plus de codes sources sont fournis par des chercheurs, de plus en plus de jeux de données sont fournis par des chercheurs en parallèle avec les articles. Et on essaie de voir si ces jeux de données, cette donnée source un peu plus brute, elle est également utilisée par les chercheurs. Donc, en gros, en filigrane de tout ça, c'est l'arrivée du numérique. Vous le savez sans doute que le numérique fait en sorte qu'il y a d'énormes quantités d'informations qui sont collectées sur vous, particulièrement via Facebook et Google. Pour les chercheurs, c'est un peu la même chose. Donc, il y a énormément d'informations qui sont collectées sur la vie des documents savants en ligne. Et donc, les altmétriques, c'est un peu l'ensemble de ces informations-là. Tout ça fait partie, disons, d'une sous-spécialité des sciences de l'information qui veut mesurer la visibilité des gens sur les médias sociaux et qui mesure, en fait, tout ce qu'on peut essayer de faire ou tout ce qu'on peut essayer de... En fait, plein de pratiques que l'on peut mesurer avec les médias sociaux. Et donc, d'une façon un peu ludique, je vous ai présenté différents types de projets qu'utilise Twitter pour analyser les tendances dans la société. Donc, il y a un premier projet qui s'appelle Time Use, donc timeux.se, mais c'est donc Time Use, qui nous dit, en fonction du temps de la journée, ce que les gens font. Donc, ça fonctionne comment? C'est simplement les occurrences de certains mots dans les tweets en fonction du temps de la journée. Donc ici, j'ai fait le mot « work » par journée de la semaine. Donc, on voit que le lundi matin, les gens tweetent qu'ils sont au travail. On se doute que souvent, c'est qu'ils sont pas super contents d'être au travail, donc ils se plaignent « lundi matin, encore de retour au travail ». Donc, le miroir de ça, c'est quoi? Beer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'inverse, Plus on s'en va vers la fin de semaine, plus les gens parlent de bière. Et on en parle à peu près pas le lundi, à peu près pas le mardi, et là, on voit plus la fin de semaine arrive. Donc, le 5 à 7 du vendredi. Donc, on peut colliger des tonnes d'informations sur ce que font les gens. Maintenant, est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres-là? Évidemment pas. On se serait douté que c'est ce qu'on aurait obtenu. Mais néanmoins, donc, on voit quand même que Twitter nous donne une certaine fenêtre sur une mesure quantitative de certaines activités sociales. On a eu un collègue à l'Université de l'Indiana qui a fait une analyse qui a été énormément reprise dans les médias, donc on pourrait dire un certain impact social, sur comment Twitter permet de prédire la bourse.
Donc, si les gens sont tristes, ils investissent pas, donc la bourse pourrait baisser. Si les gens sont heureux, la bourse pourrait monter. Et la dernière fois que j'ai parlé, il y a 2-3 ans, il y avait effectivement un fonds, ce qu'on appelle en anglais un hedge fund, qui a investi quelque chose comme 130 millions sur son algorithme. Et j'ai pas eu de nouvelles. Donc, à mon avis, ça n'a pas été super positif comme expérience. Donc, on peut aussi prédire, paraîtrait-il, les recettes de cinéma. Donc, plus les gens parlent d'un film sur Twitter avant sa sortie, plus en toute probabilité, les recettes de cinéma vont être importantes. On a évidemment l'aspect circulaire de Twitter qui prédit Twitter. Donc, vous regardez ce que Twitter dit dans le passé, ça vous permet de prédire le futur. Et en contexte électoral, on a eu énormément d'études, particulièrement à l'élection de 2012, où là, on essaie un peu de prédire qui, au sein des partis, dans les élections québécoises, allait être élu. Et si on avait suivi Twitter, ça aurait été Québec solidaire qui serait rentré à l'élection de 2012, ce qui n'est pas arrivé. Donc, évidemment, Twitter, c'est utilisé en grande partie par un sous-ensemble de la population, en gros, une population urbaine âgée de 18 à 30 ans. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de la population. Donc, ces altmetrics font partie, si vous voulez, de tout un écosystème d'études pseudo-sociales ou quand même un peu sociales de la société, en fait, qui peuvent être étudiées donc, à l'aide de ces nouveaux outils. Donc, l'origine des altmetrics date à peu près du début des années 2010, où un étudiant au doctorat qui s'appelait Jason Preem, qui a mis en place ce mot-là, qui a proposé ce mot-là sur Twitter, évidemment. Et ça a été donc développé comme une alternative aux citations et à l'évaluation par les pairs. Beaucoup de chercheurs ont mentionné que c'est un mot, que c'est pas une mauvaise idée en soi, mais que le terme est assez, je dirais, mal choisi. Ceux d'entre vous qui ont à peu près mon âge se souviennent sans doute de la musique alternative des années 90, qui se présentait comme une alternative au rock classique des années 80. Évidemment, à partir d'un certain temps, quand l'alternatif devient ce qui est mainstream, ben là, tu perds un peu ta raison d'être. Et là, donc, on se retrouve avec un terme qui est un peu dans cette situation-là et qui veut dire à peu près n'importe quoi, qui inclut à peu près tout. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça inclut les altmétriques, mais vous allez voir que dans les faits, ça inclut tout sauf les citations. Et donc, ça fait un ensemble qui est extrêmement hétérogène. Donc, ce que l'on dit surtout, c'est que c'est pas nécessairement alternatif, mais plutôt complémentaire et qu'on devrait plutôt appeler ça des social media metrics, donc analyse ou mesures basées sur les médias sociaux plutôt que mesures alternatives. Donc, les visées, et donc une première visée, les premiers travaux qui ont été faits, et particulièrement sur Twitter, parce qu'il faut être précis compte tenu de la diversité des altmetrics, c'était d'essayer donc de mesurer l'impact scientifique plus rapidement. Compte tenu que les citations prennent du temps avant d'être accumulées, on essaie de voir si on peut prédire l'impact scientifique des articles après seulement quelques jours ou quelques semaines sur Twitter. Une deuxième visée, c'est d'aller mesurer un impact plus large. Donc, on sait très bien que sur Twitter, il y a des scientifiques, mais il y a également des membres de ce qu'on pourrait appeler le grand public. Est-ce que les mesures basées sur Twitter nous permettraient de mesurer l'impact social, si vous voulez, ou l'impact sur la société des travaux de recherche? Et une troisième visée, si vous voulez, c'est d'essayer de donner une valeur à l'ensemble des produits de la recherche. Dans le monde universitaire d'où je viens, ce qui est le plus valorisé, c'est d'écrire des articles scientifiques. Dans certains autres milieux, l'article scientifique est un produit qu'on va produire de temps en temps, mais qui n'est pas nécessairement notre visée première. Et donc, les altmetrics visent également à prendre en compte toute cette diversité de types de documents qui peuvent être écrits par les chercheurs. Donc, ce que je veux faire dans les prochaines minutes, c'est vous présenter donc basé sur des données, basé sur les analyses que mon laboratoire a menées depuis quelques années, si effectivement on peut dire que les altmetrics prédisent l'impact scientifique, mesurent de l'impact social et effectivement si elles permettent de donner une valeur à l'ensemble des produits de la recherche. Donc, l'aspect hétérogène est très bien représenté sur cet acétate. Donc, un premier type de altmetrics, mais qui est toujours appelé altmetrics quand même, c'est la visibilité des publications sur les médias sociaux. Et là, évidemment, vous reconnaissez Twitter. Donc, ici, ce qu'on veut mesurer, c'est le nombre de fois où un article scientifique est tweeté. On a Facebook, qui est évidemment une plateforme sur laquelle à peu près 80% ou 90% des Québécois sont. Et donc, on veut voir si les articles sont partagés sur Facebook. Et on a également dans cette catégorie-ci Wikipédia. Wikipédia et Facebook, ça n'a rien à voir, mais on classe ça dans le même type de catégorie. Donc, ce qu'on veut voir ici, c'est est-ce que les articles savants sont cités
dans les documents Wikipédia. Donc, dans le cas de Wikipédia, on est beaucoup plus près d'une citation académique que dans le cas de Twitter, où c'est simplement une diffusion comme si c'était sur un fil de presse. Donc, on voit déjà l'hétérogénéité, l'étendue des différents usages. On a la présence de l'article sur un blog de research blogging. Ici, on a Mendeley. Mendeley, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel en ligne de gestion des bibliographies. Donc, on est capable, à partir des API, donc des pipelines que nous donnent ces sites web-là, d'aller mesurer le nombre de fois où un article savant se retrouve dans la bibliographie d'un chercheur, donc dans sa bibliographie partagée. Donc, dans ce cas-ci, on est beaucoup plus près d'un usage scientifique, où là, qui doit gérer ses bibliographies et sa littérature? Bien, c'est des chercheurs, donc c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Et c'est la même chose avec SciQLike, qui est un outil du même genre. Faculty of 1000, c'est davantage une plateforme où on peut juger de la qualité d'un article une fois qu'il est publié. Donc, c'est une sorte de post-publication peer review. Donc, on a ce sous-ensemble-là. On a les nouvelles traditionnelles. Donc, sous le parapluie des Altmetrics, on inclut également le nombre de fois où un article savant est mentionné dans les nouvelles grand public. Donc, ici, j'ai mis BBC News, mais Radio-Canada, la presse, etc., font partie de ce qu'on inclut dans les Altmetrics. Donc, on peut tout de suite voir qu'une mention dans Mendeley est très, très, très différente d'une mention dans la BBC. Et il y en a une qui est beaucoup plus proche, donc, d'un usage scientifique, et l'autre, elle est beaucoup plus proche d'une visibilité grand public, une visibilité donnée à vos travaux. On a ici le nombre de vues, le nombre de fois où les documents sont téléchargés, ce qui est un indicateur assez légitime de l'usage qui est fait d'un document. On a également, en parallèle avec ça, tout ce qui est des formes alternatives de diffusion des connaissances. Donc, est-ce que vos documents scientifiques se retrouvent donc sur Research Blogging? Est-ce que vous faites du partage de code, du partage de figures sur Figshare? Faites-vous une vidéo de votre article scientifique? Donc, au fond, là, les Altmetrics, ça inclut tout ce que l'on peut mesurer en ligne. Donc, c'est énormément vaste, ça inclut tout et ça inclut donc un tout qui est hétérogène. Donc, si on me demande la question, est-ce que les Altmetrics prédisent l'impact scientifique? La bonne réponse est lesquels ou lequel. Hein? Tout ça est extrêmement hétérogène, extrêmement différent. Et tout ça est basé donc sur un développement qui est totalement technocratique. Si on est capable de mesurer une plateforme, on va la mesurer et donc on va l'inclure. Il n'y a pas cette idée que l'on doit réfléchir tout d'abord à un concept que l'on doit mesurer. On fonctionne plutôt à l'inverse, où on a des chiffres, énormément de chiffres, et on essaie de voir qu'est-ce que ça peut mesurer, ça. On va le compter, puis on va essayer de voir ce que ça mesure. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne façon d'aller mesurer un phénomène social. Donc, on a un exemple d'article ici publié dans la revue PLOS ONE. Il y a énormément de plateformes de revues qui ont inclus donc ces Altmetrics et ces différentes mesures de visibilité directement sur la page de chacun de leurs articles. Donc, on est capable de voir le nombre de fois où l'article a été vu. On est capable de voir le nombre de fois où l'article a été cité. On est capable de voir également le nombre de fois où il a été sauvegardé par un utilisateur et le nombre de fois où il a été partagé. Donc ça, c'est des mesures de base qui sont assez similaires, en fait, à ce que l'on... En fait, une mesure de citation qui est claire, mais les vues, c'est quand même relativement similaire aux citations. On est capable aussi d'obtenir le nombre de fois où des usagers ont sauvé cet article-là dans leur bibliographie de Mendeley. On est capable de voir l'évolution des vues dans le temps, le nombre de fois où c'était discuté sur Twitter, le nombre de commentaires, etc. Donc, on a une assez bonne idée de la visibilité de l'article sur le web. Ça, c'est ce que fournit la revue PLOS, surtout, en fait, toute la plateforme des revues de PLOS. On a également une compagnie qui est un spin-off de la revue Nature, donc de Nature Macmillan, qui s'appelle Altmetric.com. Altmetric.com est devenu, au cours des deux dernières années environ, le standard dans la mesure de la visibilité des publications en ligne. Et ce que fait Altmetric, en fait, c'est mesurer pour chaque article qui a un DOI, donc un Digital Object Identifier, qui est un identifiant unique pour chacun des articles, un standard international. Donc, ça nous donne la visibilité en ligne pour chacun des articles qui ont ce type de DOI. Et donc, vous cliquez dans le code Nature sur le Article Metrics, et là, vous obtenez un panorama qui est encore plus large que ce qui est obtenu sur le site de PLOS. Donc, vous avez un score composite, pour débuter, qui est calculé d'une façon, je dirais, plus ou moins secrète. Donc, vous savez que ça inclut l'ensemble de ces différents éléments hétérogènes, mais on ne comprend pas très bien comment la pondération elle est effectuée. Donc, le score global nous dit, bon, l'article a été tweeté par 577 comptes. Il se retrouve sur 39 pages Facebook, mentionné dans 20 pages de Google+, 64 sites de nouvelles, donc Radio-Canada, la presse, etc., qui l'ont mentionné. Un utilisateur Reddit, 27 blogs,
3 sur F1000 et 2 vidéos. Donc, c'est quand même un article qui a eu une attention en ligne qui est énorme. Et il se classe donc dans le 99 percentile sur l'ensemble des articles du même âge. Donc, ça donne un panorama assez large de ce qui est de la visibilité. Maintenant, brièvement, il y a des limites techniques à ça. Parce que tout ce qui est ici a un dénominateur commun, c'est, en gros, ce sont des données qui sont détenues par des compagnies. Il y a certaines compagnies qui partagent leurs données, certaines autres ne partagent pas leurs données. Donc, par exemple, Google collecte énormément de données sur vous, mais partage très peu. Google garde à peu près toutes ces données et les vend. Ça fait partie donc de leur modèle d'affaires. On a un peu la même chose ici avec Facebook. Donc, les seuls comptes Facebook qui sont énumérés ici, c'est ceux qui sont publics. Or, la plupart des gens ont des comptes privés. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller voir ce que vous avez écrit sur votre compte Facebook. Donc, c'est très limité en termes de comptes. Et donc, vous êtes capable d'aller voir plus précisément ce que les gens ont dit sur l'article. Et là, cet article-là est extrêmement intéressant parce que ça nous donne déjà une première idée du type d'article qui se retrouve à être tweeté. Donc, on a un article qui dit ici « Jouer à des jeux vidéo entraîne une augmentation des capacités cognitives chez les gens plus âgés. » Ah oui, c'est intéressant. Donc, ça vient justifier quoi, ça? Bien, ça vient justifier mes heures de fou que je passe devant les jeux vidéo. Ça fait en sorte que je peux écrire des tweets tels que j'ai toujours su que jouer à FIFA et tout ça avait des effets positifs. Donc, vous voyez le type de tweet associé à des articles scientifiques que l'on observe. On a un rapport au contenu qui est assez ténu et le tweet a très souvent un aspect humoristique plutôt qu'analytique ou de discussion avec le contenu de l'article à proprement parler. On est capable également d'obtenir une dimension géographique de qui a tweeté l'article. Est-ce que ça vient des États-Unis en grande partie, du Japon, etc.? Donc, on a une dimension géographique assez intéressante. Et on peut voir également l'ensemble des comptes des chercheurs et des autres individus qui ont tweeté l'article. Donc, ça nous donne quand même beaucoup de détails sur la visibilité de l'article en ligne. On a une organisation qui est un OSBL dans ce cas-ci. Dans le cas de Altmetrics, ça fait partie donc d'une compagnie privée qui s'appelle Impact Story, qui est davantage pour gérer votre CV en ligne. Donc, pour en gros vous ramasser sur une seule page, sur votre profil à vous, l'ensemble des différents aspects, l'ensemble de vos papiers et une petite, qualification de leur visibilité. Donc, combien de personnes ont vu vos articles, combien de fois ils ont été sauvegardés, etc. Donc, en gros, mesurer la visibilité des chercheurs en ligne. Donc, les médias sociaux, d'une façon générale, on remarque que c'est en croissance, et c'est en croissance quand même de façon assez importante. Donc, au cours des dernières années, on voit une croissance mensuelle, et non pas une croissance annuelle, une croissance mensuelle de la visibilité des articles sur les médias sociaux de l'ordre de 5 à 10 %. Quand on a commencé à faire nos analyses en 2011, il y avait seulement 5 % des articles qui étaient visibles sur les médias sociaux. L'année suivante, on était à 10. L'année d'après, on était à 20. Et cette année, donc, on va être autour de 40. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une croissance qui s'explique par le fait que les chercheurs sont de plus en plus conscients de l'importance que certains organismes politiques donnent à tout ça. Et donc, une sorte d'inflation de la visibilité de la littérature scientifique en ligne. Donc, pour vous donner une idée, Mendeley, qui est le logiciel de gestion bibliographique dont je vous parlais, et qui est une des mesures les plus prometteuses en termes de mesure de l'impact, si vous voulez, mais c'est pas de l'impact social, donc c'est la mesure en grande partie sur les étudiants gradués, les postdocs, les doctorants, a environ 2,7 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même assez élevé. Cela étant, ça représente une fraction assez faible de la communauté scientifique. Dans le cas de Twitter, on a environ un demi-milliard de tweets par jour et sans doute que ça a continué à augmenter. Environ 230 millions d'utilisateurs actifs, une croissance quand même assez importante du nombre d'utilisateurs à l'échelle globale. Maintenant donc, la prévalence. Je vous disais qu'à l'échelle globale, il y avait une minorité d'articles qui étaient tweetés. Maintenant, on voit que tout ça varie énormément en fonction des différents domaines et des différents indicateurs. Donc, si on prend Mendeley, qui est donc le logiciel de gestion de bibliographie, on voit qu'une majorité d'articles des grandes revues ont des lecteurs, entre guillemets, ont des utilisateurs qui sauvegardent leurs articles sur Mendeley. Donc, il y a un usage qui est fait de la littérature sur Mendeley de façon relativement importante. Maintenant, on voit qu'il y a une dimension disciplinaire assez importante.
Donc, alors que les articles de PubMed, donc des articles médicaux, sont couverts à peu près à 60%, les articles en arts et humanité le sont seulement à 13%. Et c'est environ donc 31% en physique. Donc, on a une première indication que toutes les disciplines ne sont pas égales les unes par rapport aux autres quand vient le temps de mesurer cette visibilité sur ces nouveaux outils. Donc, de façon analogue aux pratiques de citation, qui varient entre les disciplines, en gros, un article du domaine médical peut espérer recevoir environ 35 citations dans ses 5 premières années de publication. Un article en histoire risque de recevoir combien de citations dans ses 5 premières années de publication? Une, s'il est chanceux. Donc, les dynamiques de citation sont très différentes d'une discipline à l'autre. Et c'est un peu la même chose qu'on observe avec Mendeley. Les dynamiques de lectorat, les dynamiques de sauvegarde des documents sur Mendeley sont extrêmement différentes. À l'échelle de Twitter, on voit l'augmentation dont je vous parlais. Donc, quand on prend une période un peu plus ancienne, la couverture, elle est à peu près nulle. Il n'y a presque pas de littérature qui est présente sur Twitter. Alors que quand on prend des documents plus récents, là, on voit vraiment qu'il y a une augmentation. Donc, on se retrouve dans une situation qui est un peu absurde et qui est complètement inverse à celle que l'on observe avec les citations. Donc, les articles les plus cités, ce sont des articles âgés. Parce qu'ils ont accumulé beaucoup de citations. Il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, donc ils ont pu accumuler beaucoup de citations dans le temps. Les articles les plus tweetés, à l'inverse, c'est les articles les plus récents, parce que c'est ceux-là qui ont un plus gros bassin d'utilisateurs pour les tweeter. Donc, c'est vraiment deux courbes qui sont inversées. Donc, les critiques, et il y en a eu énormément à travers la communauté scientifique, qu'est-ce que ça mesure? Est-ce que ça mesure de l'impact social ou ça mesure de l'impact scientifique ou ni l'un ni l'autre, un total buzz? Et il y a énormément de limites qui sont, je dirais même, des limites techniques. Donc, si on reprend le manifeste Altmetrics qui disait que les citations peuvent être influencées, donc on nous disait que les gens peuvent s'auto-citer et donc c'est pas un bon indicateur. À votre avis, est-ce que les gens peuvent s'auto-tweeter? C'est beaucoup plus facile. Si je m'auto-cite en tant que chercheur, il faut toujours bien que je réussisse à écrire un deuxième article et que je passe l'évaluation par les pairs, ce qui n'est pas un donné. Alors que pour me tweeter, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle en bon français un gatekeeper? Non. Donc, les taux d'auto-tweet, ça se dit très mal, mais bon, les auto-tweets sont beaucoup plus fréquents que les autocitations. Donc, une première critique que l'on fait aux citations, si on on applique la même critique aux tweets, on voit que la situation est quand même assez périlleuse là aussi. Donc, tout ça peut être modifié, tricoté, influencé d'une façon super facile et encore plus facile que pour les citations. Un deuxième argument que l'on donne souvent contre les citations, particulièrement contre les mesures d'impact à l'échelle des revues, c'est que les citations suivent une distribution non paramétrique. Donc, une minorité d'articles qui sont très cités, une majorité d'articles qui est à peu près pas cités. Et on fait une moyenne de tout ça, et donc, évidemment, la moyenne est plus ou moins représentative d'un article typique. Avec les tweets, la distribution, elle est encore plus non paramétrique. Donc, vous avez vu, avec les chiffres plus récents, qu'on voit qu'il reste quand même 60% des articles qui ne sont pas tweetés. Il y a un 40% qui est tweeté dans les dernières années. On a un 60% qui n'est pas tweeté. Dans le cas des articles savants, il reste seulement 10% d'articles qui ne sont pas cités après 5 ans. Donc, les articles, ils sont cités. La non-citation, les articles qui ne restent pas cités après un certain temps, c'est une infime minorité. La littérature savante, elle est utilisée. Et ce qu'on voit avec les tweets, c'est plus ou moins la même situation où il y a beaucoup de documents qui sont invisibles sur les plateformes. Et enfin, d'une façon plus générale, c'est qu'on ne connaît pas vraiment encore la signification ou l'usage qui est fait de Twitter dans le processus de communication savante. On connaît à peu près pas, on ne connaît pas beaucoup de choses sur qui sont les gens qui tweetent les articles et on prend toujours pour acquis que quand il y a un article qui est tweeté, il est tweeté par le grand public. Et là, ce qu'on va voir, c'est que c'est plus ou moins le cas. Donc, premier résultat intéressant, c'est la corrélation entre les tweets et les citations. Si les tweets permettent de prédire les citations, il devrait y avoir une corrélation entre les deux après un certain temps. Qu'est-ce qu'on observe? Pour les articles de 2011, la corrélation entre les tweets et les citations, elle est très faible, en gros, 0,18. C'est significatif, mais c'est très faible. Si on me demandait d'aller de prévoir mes actions en fonction de ça ou de mettre de l'argent là-dessus, je ne le ferais pas.
Et donc, comme je vous disais tantôt aussi, il y a seulement 10%, et là maintenant on est à 20%, puis donc encore un peu plus aujourd'hui, des articles qui se retrouvent sur la plateforme. Donc, la corrélation entre les tweets et les citations, et donc le pouvoir prédictif des tweets sur les citations, il est à peu près nul. Donc, ces deux indicateurs mesurent deux choses complètement différentes. Donc, on a assez bien ce que mesurent les citations, on connaît plus ou moins bien ce que mesurent les tweets. Maintenant, la proportion d'articles tweetés. Et là, c'est très intéressant parce que ça nous ouvre une fenêtre sur qu'est-ce qui est tweeté. Donc, on a une analyse par discipline. Et là, regardez cette colonne-ci. Quel domaine voit ces articles les plus souvent tweetés? La psychologie. Pourquoi la psychologie? Parce que la psychologie, au cours des dernières années, nous a donné une pléthore d'études qui ont dit toujours « Hey, c'est intéressant, je n'aurais pas pensé à ça. » Du style, quand les gens marchent puis ils se touchent le nez, ils sont plus intelligents. Ou des styles d'études comme ça, on essaie de trouver des comportements, puis prédire un peu des qualités ou des défauts. Et là, les gens disent, ben oui, c'est vrai, moi aussi, quand je fais ça, je fais telle affaire. Donc, ça vient toucher les pratiques des gens. À l'opposé, on va prendre un domaine que j'aime beaucoup, la physique. Est-ce qu'un titre de physique, c'est sexy? Pas vraiment. Est-ce que n'importe qui peut comprendre le titre d'un article en physique? Pas grand monde. Hein? Donc, il y a une barrière à l'entrée sur le contenu que le titre donne qui n'existe pas en psycho, qui n'existe pas en sciences. Ici, ce que vous avez santé, c'est santé davantage aspect sciences sociales, donc tout ce qui est para-périmédical. Et donc, les titres vont, dans le cas du domaine de la santé, vont toucher les gens. Il y a beaucoup de travaux de style épidémiologique sur la morbidité associée à l'obésité, etc., qui vont se retrouver très tweetés parce que justement, les gens disent « Ah oui, effectivement, gars, je transfère ça parce que ça peut toucher une certaine quantité de monde. » Donc, les deux exemples que je donne sont un peu aux antipodes, au sens où il y a des cas dans le domaine de la santé où on diffuse effectivement de la littérature qui touche les gens au sens où les gens peuvent se reconnaître dans cette littérature. Mais on voit donc que tout ce qui est sciences naturelles, usage de langage formel, mathématiques formelles, est à peu près pas présent à cause de la barrière à l'entrée, et que ce qui est plus proche du domaine de la santé se trouve à être plus tweeté. Même chose ici pour les champs professionnels qui couvrent les sciences de l'information, qui couvrent le droit, etc. Ici, deux corrélations. J'ai parlé de la corrélation entre les tweets et les citations, donc on voit qu'il n'y a à peu près pas de corrélation. Maintenant, entre le nombre de fois où les documents ont été téléchargés sur Mendeley, ont été sauvegardés, sur Mendeley, et le nombre de citations, et là, il y a présence d'une corrélation qui est relativement forte. Donc, on voit que Mendeley, qui est destiné à des chercheurs ou à des étudiants au cycle supérieur, il y a l'usage qui est fait, le fait de sauvegarder un document pour le citer à un moment donné, est effectivement corrélé avec l'acte de citation. Donc, c'est intéressant, mais dans les faits, on mesure à peu près la même chose que les citations avec le Mendeley. Ce qui m'amène à la vie d'un tweet. Hein, je vous parlais tantôt que les articles étaient cités sur une assez longue période. Ce que l'on voit avec les tweets, c'est que la demi-vie que va avoir un article sur les médias sociaux, elle est extrêmement courte. Donc, l'article lambda ou l'article typique ne sera pas tweeté. Hein. Il y a une majorité d'articles qui n'est pas tweeté du tout. Ceux qui vont être tweetés, pour la plupart du temps, ils vont recevoir seulement un. Ceux qui sont tweetés un peu plus souvent peuvent avoir une certaine vie sur les médias sociaux, mais en général, on parle de quelques jours. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'un article peut avoir de multiples vies. Donc, si on prend les chercheurs qui, comme moi, mettent leurs articles en accès libre sur une plateforme comme Archive, dès que l'article est déposé sur Archive, poum, il va y avoir quelques tweets qui vont le diffuser. Ça va durer quelques jours, voire peut-être même quelques heures. La deuxième version va peut-être être tweetée elle aussi, mais un peu moins. Et enfin, quand l'article paraît, il va avoir une troisième vie, mais qui demeure encore éphémère. Donc, la vie d'un article sur Twitter, elle est de plusieurs ordres de magnitude plus courte que ce que l'on observe dans le cas des citations. Ce qui m'amène à mon acétate préféré, qui est la liste des articles les plus tweetés et leur nombre de citations par ailleurs. Il n'y a à peu près aucun article là-dedans qui a un taux de citation extrêmement important. On va regarder certains d'entre eux pour que l'on comprenne, en fait, qu'est-ce qui a fait que ces documents se sont trouvés extrêmement cités. Les documents extrêmement cités c'est une caractéristique des médias sociaux, pas extrêmement cités, extrêmement tweetés, deviennent viraux. Vous avez entendu parler du concept de viralité sur les médias sociaux. Tout le monde va retweeter la même chose. Les deux premiers
ont été abondamment tweetés. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis suite à la catastrophe de Fukushima. Et là, donc, les usagers de Twitter se sont relayés cette information-là en disant « on va tous mourir parce qu'il y a des radiations ». Donc, on comprend que son usage était dû à un événement qui était ponctuel. Le troisième article, c'est sur l'effet de Google sur la mémoire, qui dit qu'en gros, on ne se souvient plus de rien parce qu'on demande toujours tout à Google. Donc, c'est une recherche qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui est catchy, et c'est ça qui a amené sa discussion sur les médias sociaux. Le troisième est un article qui est extrêmement intéressant parce que, d'une part, il est le résultat de travaux de recherche faits par des étudiants dans une école secondaire. Donc, il y a 2 étudiants dans une école secondaire qui, à un moment donné, dans leur cours de physique de secondaire 5, voyaient quelque chose qui se produisait, puis ils ne comprenaient pas trop. Fait venir le prof appelle son ancien prof à l'université, et là, bon, ils ont découvert quelque chose. Donc, ça, c'est une anecdote intéressante qui a fait en sorte qu'il s'est retrouvé sur Twitter. Mais également, ce qui se passe, c'est que on a appelé cette relation cette réaction chimique, on l'a qualifiée de réaction zombie. Pourquoi? Parce que c'est une réaction chimique qui se produit et qui arrête ensuite pendant environ une dizaine d'heures avant de recommencer comme si de rien n'était. Et donc, les médias ont repris cette nouvelle-là en disant un communiqué de presse du style « 2 étudiants découvrent une réaction zombie » et je pense que ça a été publié autour de l'Halloween. Donc, on comprend très bien pourquoi l'article s'est retrouvé sur Twitter. On a ici un article et donc on comprend aussi qu'il n'a pas été cité, donc c'est des usages qui sont complètement différents de l'usage scientifique. On a ici un article qui est très drôle, qu'on comprend, qui a été tweeté par des adolescents, où on parle de l'acné et du fait de manger du blé. Et donc, tout ça, c'est diffusé en disant « Hey, mange pas ça, ça donne des boutons ». On a celui-ci qui est à peu près celui qui ressemble le plus. Et c'est pour ça que je veux insister sur l'aspect hétérogène. Il y a des articles qui sont sur Twitter parce que c'est drôle. Il y en a d'autres qui sont diffusés sur Twitter à cause, effectivement, d'une diffusion de la part de groupes de patients ou de groupes d'intérêt X, Y, Z. Et celui-ci fait partie de ça. C'est une étude épidémiologique sur l'activité physique minimum requise pour réduire la mortalité. Donc, on peut dire, effectivement, on va diffuser ça sur les médias sociaux. C'est une information qui est importante à obtenir. Autre exemple très intéressant. Et donc, ici, on a un article sur les neutrinos qui était extrêmement visible sur les médias sociaux. Donc, vous voyez un score altmétrique de 3600. Le titre est très sérieux. Pourquoi l'article a été tweeté? C'est à cause de son résumé. Donc, vous voyez, le titre pose une question. « Can apparent superluminal neutrino speed be explained as a quantum weak measurement? » L'abstract dit « Probably not ». C'est pas des mauvais travaux de recherche par ailleurs, c'est un article important. Mais l'aspect ludique fait en sorte que les gens vont dire « Ah ah, c'est très drôle, meilleur abstract de l'histoire de l'humanité, etc. » C'est indépendant de la qualité du travail de recherche. Celui-ci semble très sérieux. Donc, « Variation in melanism and female preference in proximate but ecologically distant environment ». That's Collins. C'est un article qui me semble important. Et pourquoi l'article a été tweeté? C'est pas pour sa qualité. C'est dû au fait que les auteurs n'ont pas corrigé leurs épreuves de façon appropriée. Et donc, ils ont laissé dans le texte ça. Et donc, il faut penser aux effets performatifs des indicateurs. Hein? Si on dit qu'on veut que nos articles soient tweetés, c'est facile. On fait des erreurs, on fait des choses drôles et voilà, ça va être tweeté. Donc, on voit ici un exemple. Les chercheurs, évidemment, ont voulu se cacher en dessous de la table, se cacher en dessous du tapis. Et particulièrement Mme Gabor ici, qui ultimement a été citée. Hein. Vous savez, l'article a été corrigé et elle a reçu sa citation. Mais elle aurait préféré la recevoir dans d'autres circonstances. Donc, j'ai fait une petite analyse rapide dans le domaine de la santé et sécurité au travail. C'était quoi les articles les plus tweetés à l'échelle internationale? Je ne suis pas un expert du domaine. Et là, encore là, il faut distinguer ce qui est viral, donc ce qui se retrouve parmi les plus tweetés, de ce qui est tweeté, mais sans être, disons, les documents les plus tweetés de la base de données. Et on voit que dans la plupart des cas, ce qui est tweeté se trouve à être cité également. Les taux de citation ne sont pas super élevés, mais je n'ai pas trouvé de cas d'articles non cités comme ce qu'on voit à l'échelle de tous les domaines confondus. On voit qu'il y a beaucoup de documents qui se retrouvent sur Twitter qui ont rapport aux problèmes de dos. Hein, donc aux problèmes musculaires, qui est une thématique qui, selon ce que je comprends, est assez au cœur de ce que vous faites. Il y a des documents qui sont un peu plus controversés, comme « Is prostitution harmful?», qui probablement n'a pas été tweeté pour un aspect ludique, mais davantage à cause de la discussion qu'il y a autour de ça au Canada et dans d'autres pays.
évidemment les risques de radiation et tout ça. Et donc, quand on vient qu'à gratter pour aller regarder des domaines spécifiques, c'est souvent donc moins ludique. Maintenant, est-ce que ces travaux-ci sont les travaux qui ont le plus grand impact social ou le plus grand impact sur votre domaine ou sur les pratiques des travailleurs? Ça reste à voir. Et donc, ce qui manque, c'est des études qualitatives. Donc, on a énormément d'études quantitatives où là, on compte des choses, on fait des corrélations, mais on connaît très peu de choses sur les raisons qui poussent les chercheurs à tweeter des documents. Et donc, on a besoin de beaucoup plus de travail qualitatif avec des gens du milieu pour faire effectivement, pour être capable de qualifier, en fait, les travaux qui ont un grand impact social et voir si, effectivement, il y a trace de ces travaux-là sur les médias sociaux. Donc, en d'autres termes, le fruit n'est pas mûr pour utiliser les différentes mesures médias sociaux pour aller mesurer l'impact social des travaux des chercheurs.